technologie agricole donne aux paysans la maîtrise du climat, c'est-à-dire la température, l'humidité de l'air, la quantité d'eau donnée à la plante. Cette technologie facilite la diversification des cultures, augmente largement les rendements. J'avais été au Maroc en 2008, je crois, 2008 ou 2009, alors j'étais recteur de l'UGB et j'étais en train de mettre en place l'UFR Sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire. J'ai visité Agadir et de grandes serres sous toile où on cultivait des tomates. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai vu que les tomates, on les greffait pour augmenter le rendement. Il me disait qu'un hectare, il pouvait avoir 300 tonnes de tomates. Imaginez ça, en culture sous serre. 300 tonnes de tomates, mais l'agriculteur qui a ça, il gagne plus que tous les hauts fonctionnaires de l'État, y compris les ministres. Il gagne même plus que beaucoup de patrons. Alors, cette technologie, je disais, facilite la diversification des cultures, augmente largement les rendements et permet de produire en contre-saison par rapport, par exemple, à l'Europe, des légumes frais dont raffole sa population. Notre pays pourrait alors aller à la conquête d'un grand marché comme celui des fleurs, à l'image d'un pays africain comme le Kenya. Il y a longtemps, au marché Kermel, quand vous veniez, les marchands de fleurs vous appeliez de partout. C'est des choses qui disparaissent de plus en plus. Ce pays, nous sommes à moins de 5 heures de l'Europe. Le Kenya, je ne sais pas calculer, mais il est plus loin que nous par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique. Ce que fait le Kenya pour devenir majeur en culture de fleurs, le Sénégal peut le faire. En tout cas, le pétrole et le gaz vont nous donner cette opportunité-là grâce aux serres et aux cultures sous toile. Comme vous le voyez, la production nationale de pétrole et de gaz pourra conduire à une révolution agricole qui sera nécessairement porteuse de création massive d'emplois dans nos campagnes et à la périphérie de nos villes et à une amélioration substantielle des revenus des populations rurales. L'élevage aussi sera positivement impacté car la baisse du coût de l'électricité va faciliter l'accès et l'utilisation d'équipements pour la conservation du lait et de la viande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en venons à une chose aussi paradoxale. L'exploitation du pétrole et du gaz sera un facteur déterminant dans la lutte contre la déforestation et le combat pour le reboisement. La baisse du coût de la bonbonne de gaz va lui donner un avantage certain par rapport au charbon de bois. Ainsi, la bonbonne de gaz renforcera-t-elle sa pénétration dans les campagnes sénégalaises et particulièrement dans les régions périphériques comme Matam, Bakel, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Ziguinchor. Sans doute, restera-t-il encore quelques utilisations du charbon de bois pour certaines préparations d'aliments comme les grillades. Dans tous les cas, elles seront marginales. Si l'État du Sénégal, en plus d'une politique volontariste d'utilisation du gaz dans les campagnes, y associe un contrôle efficace de l'utilisation du bois local et une surveillance stricte de nos forêts, alors les paysages des régions périphériques pourront reverdir et les grands arbres, en quelques années, trôner au milieu de forêts régénérées. Je faisais en venant entre Kaffrine et ici la comparaison entre ce que j'avais vu en 2006 en venant ici rendre visite à Aminata et mon frère Dembadia et aujourd'hui.
on voit que les forêts sont parties. Donc, on peut les faire revenir, évidemment. Et le pétrole et le gaz peuvent y aider. Comme nous le voyons, la production de pétrole et de gaz peut bien être un allié du développement durable et de la préservation de la biodiversité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pétrole et le gaz sera aussi un atout pour le développement de l'artisanat rural et de l'entrepreneuriat rural. La baisse du coût de l'électricité va contribuer à l'accélération de son accès à tous les ménages partout au Sénégal et au développement d'un artisanat et d'un entrepreneuriat rural. En effet, l'arrivée de l'électricité dans un village le rend attractif et crée un environnement favorable à l'émergence d'une nouvelle économie pour soutenir et alléger des activités et des corvées quotidiennes. Le meunier va s'installer avec son moulin électrique parce que nos amis les Sérères, ils n'aiment que le couscous. Nous, on n'aime pas. On met juste du lait de vache dessus. Le menuisier métallique va aussi venir avec ses outils qui marchent à l'électricité. Le tailleur avec sa machine à coudre électrique ne laissera pas échapper cette opportunité d'offrir ses services aux villageois, particulièrement aux femmes qui préfèrent avoir un tailleur à proximité pour mieux surveiller la réalisation de leur tenue. D'autres artisans ou entrepreneurs, selon la taille, la richesse, les habitants du village ou leurs activités, pourraient aussi venir s'installer. Le menuisier ébéniste, le mécanicien, le ferrailleur, etc. En définitive, l'accès à l'électricité d'un village produit de l'emploi, crée une économie et ouvre le village au monde à travers les moyens de communication qui tous sont branchés à l'électricité, la télévision, le téléphone portable et l'Internet. L'accès à l'électricité favorisera le développement d'incubateurs en zone rurale et de start-up qui s'engagent à mettre en œuvre un solide réseau avec les collectivités territoriales. Je fais un clin d'œil à Dr Tania, au président du conseil départemental et au maire de la commune de Tamba, ainsi qu'un ensemble de services innovants qui contribuent véritablement au développement et à la diversification des PME et des PMI. Ces dernières pourront grandement profiter des avantages de la loi sur le contenu local et des retombées directes et indirectes de l'exploitation des hydrocarbures. Par ailleurs, ces incubateurs auront comme, je dirais, s'attelleront à mettre en œuvre des conventions multipartites avec les collectivités territoriales, les institutions de formation professionnelle comme les ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, l'Institut national du pétrole et du gaz, le groupe Petrosen, les organisations communautaires, les partenaires techniques et financiers et les ONG dans l'optique de venir en appoint aux initiatives entrepreneuriales locales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pétrole et le gaz vont aussi donner un coup de fouet au développement de l'éducation, de la formation et du numérique. L'école n'a pas besoin directement de l'électricité pour accomplir sa mission première. Par contre, pour les élèves, l'électricité améliore leur cadre de vie, élargit la période d'études et donne aux élèves plus de facilité d'effectuer leur travail personnel à la maison. Moi, j'ai étudié à l'école primaire sous la bougie et la lampe tempête. Quand je vois aujourd'hui mes enfants étudier avec l'électricité, je crois qu'ils sont dans un confort 10 fois ou 20 fois meilleur que le mien. Les